Bienvenue pour cette leçon qui s'intitule « Filtrage adaptatif ». J'ai rajouté entre parenthèses comme sous-titre « Introduction » parce que le filtrage adaptatif est un très vaste sujet et nous n'aborderons ici en fait que le problème du filtrage par un algorithme très classique mais qui est le seul que l'on verra et qui est l'algorithme du gradient stochastique ou algorithme LMS pour Least Mean Square. Alors, le sommaire de cette leçon est le suivant. Tout d'abord, filtre de Wiener. On verra effectivement la solution qui a été trouvée par Wiener pour un problème de filtrage qui nous permettra de déboucher sur le deuxième point et qui est l'algorithme du gradient stochastique ou LMS en anglais, donc pour Least Mean Square. Enfin, nous verrons une application qu'on appelle l'annulation d'écho. Filtre de Wiener. Alors avant d'aborder ce paragraphe, je vais faire un bref avant-propos. D'abord, le mot adaptatif se traduit en anglais par adaptive, et il ne faut pas confondre donc avec le terme adapté en français qui se traduit en anglais par matched. Alors, un filtre adaptatif, contrairement à la définition stricte que nous avions donnée d'un filtre linéaire, n'est pas invariant dans le temps. Alors pourquoi et pour quelles raisons cherche-t-on à avoir un filtre qui ne soit pas invariant dans le temps? Eh bien, le but étant précisément de pouvoir poursuivre éventuellement des variations et des phénomènes qui seront éventuellement non stationnaires. Alors, pour comprendre le problème qu'a résolu Wiener, nous allons commencer par décrire une situation d'intérêt qui sera celle de l'application que nous verrons à la fin. Alors imaginez, on se trouve ici dans un local. Dans ce local, il y a un haut-parleur, ici, qui diffuse un son, peut être de la parole, de la musique, et je vais noter YN, le son diffusé par le haut-parleur. Dans la même pièce, il y a un microphone, et ici, il y a éventuellement d'ailleurs quelqu'un qui va parler devant ce microphone et qui va donc émettre lui-même un signal SN qui est un signal de parole. Alors vous voyez que là, il y a un phénomène indésirable. Ce phénomène indésirable, c'est effectivement le fait que le signal YN qui sort du haut-parleur va revenir dans le microphone. Alors on se dit, c'est pas très difficile. On dispose du signal YN qui est ici, et il suffit de venir le soustraire ici directement à l'entrée du microphone. Malheureusement, d'ailleurs, je ne le fais pas. Cette solution n'est pas du tout une solution qui marche. Pour quelle raison? Il se trouve que ce qui rentre dans le microphone, ce n'est pas le signal YN. C'est un signal transformé qui a subi, le long du trajet acoustique, un certain nombre de déformations. Et donc, en fait, ici, le signal qui arrive à la hauteur du microphone est un signal qui est différent de YN. Il faut donc que j'arrive à créer ici une boîte que je vais appeler G et que l'on va synthétiser quand même sous la forme d'un filtre linéaire à réponse impulsionnelle finie pour éviter les problèmes de stabilité et qui va avoir pour rôle de comprendre comment ce système-là, d'accord, réagit lorsqu'on lui envoie le signal YN. N'oubliez pas que je vois XN, je vois YN. Ce que je ne vois pas, c'est la transformation qui a amené de YN à XN. Et moi-même, de mon côté, je vais faire en sorte d'arriver à recopier la transformation qui est là pour arriver à soustraire correctement le signal à l'entrée du microphone. Alors cette boîte ici s'appelle un annulateur d'écho. Alors dans un premier temps, je vais supposer ici que le signal SN égale 0. Et vous voyez que le seul but que j'ai à atteindre, il faut à tout prix que quand, partant du signal YN et partant du signal XN, il faut ici qu'en sortie du microphone, il y ait quelque chose qui soit très proche de 0. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai complètement annulé le XN en ayant trouvé la bonne fonction G qui annule ici, de manière adaptative, le transfert acoustique qui est là. Et c'est là qu'on voit effectivement tout l'intérêt de la solution adaptative, c'est qu'en réalité ici, ce transfert acoustique varie constamment dans le temps. Imaginez ici qu'il y a une personne qui passe dans le champ acoustique de la pièce, elle va déformer le trajet du signal et elle va donc déformer ici le transfert acoustique. Et il faudra donc ici retrouver assez rapidement, par un algorithme de poursuite, le vrai système qui a été modifié par exemple, une occlusion d'une personne qui passait dans le champ acoustique. Donc voilà le problème que l'on va essayer de résoudre. Et donc, retenez les notations. On connaît YN, on connaît XN. On veut filtrer YN pour quand le soustrayant à XN, ça donne 0. Et donc, on aboutit maintenant
au problème qu'a posé Wiener, position du problème. On a un signal YN, vous vous souvenez, c'est la sortie du haut-parleur. On a un signal XN, vous vous souvenez, c'est l'entrée du microphone. Entre les deux, évidemment, il y a eu un trajet acoustique que je ne connais pas. Et moi, j'invente une boîte G2N, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, telle qu'en ayant filtré YN par G2N, j'obtiens une quantité ici, X chapeau, qui en la soustrayant à Xn, donne précisément epsilon n égale 0. Alors évidemment, je n'arriverai pas à epsilon n égale 0. Alors le filtre de G2N qu'on a choisi est un filtre supposé à réponse impulsionnelle finie. D'abord, c'est linéaire, donc c'est facile. Deuxièmement, c'est à réponse impulsionnelle finie, et ça, c'est quelque chose qui me permettra d'éviter les problèmes de stabilité, parce que je risque d'avoir des problèmes de stabilité. Vous avez compris ici que ce filtre, je vais constamment le faire bouger, et si je m'amuse constamment à le faire bouger, et que j'ai un filtre qui a des pôles, il va falloir que je prenne d'énormes précautions pour éviter que le filtre soit instable. Alors, pour déterminer G2N, Wiener a tout simplement posé le problème de la manière suivante. Il s'est proposé de minimiser la fonction d'évaluation suivante. J de G égale l'espérance entre Xn et le Yn chapeau que j'ai obtenu par filtrage. Ici, Yn chapeau signifie que j'ai filtré Yn. Ce n'est pas une estimation de Yn. Donc j'ai Xn moins Yn chapeau en modulo carré. Je remplace Yn par sa valeur qui vaut G fois Yn. Le G est un vecteur colonne de dimension grand L qu'on s'est fixé a priori, qui correspond effectivement à un certain retard sur le trajet acoustique. Et donc je vais avoir G égale G0 jusqu'à la longueur du filtre que je notais grand L. Et évidemment, le vecteur Yn, c'est lui-même une concaténation de grand L valeurs successives de Y, et qui sont Yn jusqu'à Yn moins L plus 1. Et donc vous voyez ici, là j'ai un scalaire, qui est Xn, c'est ce qui est arrivé dans le microphone, et je lui soulève un scalaire. Et ensuite, eh bien, on va tout bêtement utiliser le théorème de projection pour arriver au résultat suivant. Alors, tous les processus sont supposés stationnaires centrés, c'est-à-dire que les covariances de x par x, c'est une fonction qui ne dépend que de l'écart des indices, donc de k. La covariance de y par y, c'est aussi une fonction qui ne dépend que de k, ici, qui est la différence des indices n plus k et n. Et les intercovariances entre x et y, c'est elle-même une fonction qui ne dépend que de k à travers l'indice k, donc qui est le retard entre n plus k et n. La minimisation de G est un simple problème que l'on peut poser en termes de théorème de projection de la façon suivante, je vous le rappelle. Vous avez ici Xn moins G transposé Yn, à dire que c'est orthogonal à toutes les composantes de Yn, c'est-à-dire que c'est orthogonal à Yn jusqu'à Yn moins L plus 1. Le produit scalaire qui est ici, je peux permuter les deux quantités. Ici, toutes les quantités sont réelles. Donc, je vous rappelle, c'est aussi égal à Yn transpose G. L'orthogonalité qui est ici, en fait, c'est un simple problème de faire le produit scalaire entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça. Donc, ça établit une liste de produits scalaires que l'on peut écrire sous la forme d'un vecteur. Et on va avoir donc un Yn Xn moins Yn transpose avec là le produit scalaire qu'il y a sur les variables aléatoires de carré sommable et qui est l'espérance mathématique. Ici, j'oublie les complexes conjugués puisque je suis en réel et cette quantité-là vaut 0. En développant cette quantité, vous allez obtenir l'équation qui est ici, c'est-à-dire RYY qui va provenir ici de l'espérance mathématique de Yn transpose. Il va y avoir un vecteur d'intercovariance entre Yn et Xn qui est le vecteur que j'ai noté ici, petit r de XY, et la solution ici est donnée par ce filtre qui est là. Alors évidemment, si, et ce sera toujours le cas en pratique, RYY est une matrice qui est inversible, on va avoir GW qui vaut R-1 petit r. Alors dans la littérature, dans ce contexte-là, le filtre qu'on a trouvé G porte un nom, il s'appelle le filtre de Wiener. Alors Wiener, c'est un mathématicien qui a énormément travaillé dans le milieu des années 30 et 40 sur les problèmes de traitement du signal, et il est à l'origine en fait d'un très très grand nombre de résultats très importants. Alors maintenant, si on pose tout simplement delta G égale l'écart entre la valeur courante de G et le filtre de Wiener, on peut réécrire la fonction d'évaluation sous la forme suivante. C'est égal à J min, qui est une quantité positive, plus l'écart G moins GW, fois RYY fois G moins GW. Je vous rappelle que RYY, c'est une matrice de covariance, elle est donc positive.
Donc vous avez affaire à un paraboloïde qui est dirigé vers le haut et qui est en fait la forme de la fonction, effectivement, d'évaluation. Et vous voyez que l'on veut aller au fond de la fonction d'évaluation. Alors on l'a représenté ici dans un cas où on peut faire les dessins, c'est-à-dire dans le cas où G est de dimension 2. Donc j'ai pris un filtre de dimension 2 et je vous montre effectivement la fonction d'évaluation. Alors vous voyez, c'est un paraboloïde qui est dirigé donc vers le haut et en fait on veut atteindre en partant d'un point ici, le point qui est ici, parce que ce point correspond effectivement à ce que l'on appelle la solution de Wiener. Alors pour aller au fond de la cuvette, on pourrait dire, je vais tout simplement utiliser l'équation qu'a proposée Wiener en invertant la matrice de covariance et en multipliant par la matrice des intercovariances. Ça marche pas, tout simplement d'abord parce que je ne connais pas ces matrices, et d'autre part, ça m'oblige d'abord à inverser une matrice et ensuite surtout à calculer le filtre G une fois pour toutes. Moi, je préfère avoir un algorithme qui, entre guillemets, effectivement a un comportement adaptatif, c'est-à-dire en fait qui va quand même essayer au fur et à mesure que le vrai système va évoluer, essayer de le poursuivre. En anglais, on dit de le traquer. On parle alors de tracking. Alors, pour minimiser, donc, je vais utiliser une fonction qui, elle, se comporte de manière adaptative et qu'on appelle l'algorithme du gradient. On va d'abord le voir dans le cas déterministe et on fera un saut brutal dans le stochastique, c'est-à-dire dans l'aléatoire, en enlevant, vous allez voir, les espérances mathématiques. Alors, l'algorithme du gradient, c'est un algorithme qui est très connu lorsque l'on veut minimiser une fonction j de g. Vous prenez la fonction j de g. Alors, pour minimiser une fonction j de g, l'idée de l'algorithme du gradient est de calculer le point suivant. Vous partez d'un point, vous calculez le point suivant en allant dans le sens opposé au gradient. Le gradient, vous savez, c'est la flèche tangente qui monte, et là, on va dans le sens opposé au gradient. On aboutit donc à cette écriture-là, ce qui s'écrit donc, le vecteur calculé à l'instant n, c'est le vecteur calculé à l'instant n moins 1, moins mu, où mu est positif, la dérivée de la fonction d'évaluation par rapport à g, calculée à l'ancienne valeur n-1. Alors cet algorithme-là s'appelle l'algorithme du gradient. Si on prend la fonction j de g que nous, on a pris, c'est-à-dire cette fameuse écart quadratique, le fameux écart quadratique qu'on a introduit au départ, en le dérivant par rapport à g, en substituant à g la valeur gn-1, on obtient l'équation suivante, gn égale gn-1 plus mu r xy moins grand R Y Y, G de N-1. Et donc là, on a une machine qui se met à tourner et qui, au fur et à mesure que les G arrivent, calcule les suivants en fonction des précédents. On retrouve un petit peu d'ailleurs ce que l'on avait construit avec un autre algorithme récursif, qui était l'algorithme des moindres carrés pondérés. Alors ici, en fait, le pas du gradient, qui est le fameux gain dont on avait parlé précédemment, d'accord ? Ce gain-là, ici, on ne le calcule pas, on va se le fixer a priori. Ce qui est évidemment pas une très bonne idée. Il est bien évident que si on fait rentrer un certain nombre d'informations a priori dans le calcul du gain, on devrait s'en sortir mieux. Mais là, l'algorithme du gradient a au moins une vertu, c'est qu'il est extrêmement simple à mettre en œuvre. On choisit mu et on voit comment ça se passe. Alors mu dans la littérature s'appelle le pas du gradient. Alors nous allons faire fonctionner mu d'abord sur l'équation que l'on a. Alors on pourrait montrer effectivement que le problème précédent conduit à la solution qui est ici. Alors problème de convergence, c'est effectivement un problème qu'on doit se poser. Alors on va d'abord montrer, en fait, ou plutôt vous essaierez de le montrer, que G de n est égal à la matrice identité moins a à la puissance n, RYY moins 1 petit r, plus a puissance n, G de 0. Où la matrice A est égale à la matrice identité moins mu fois RYY. Alors pour parler de la convergence ici de cette expression, il faut à tout prix, vous voyez que cette matrice, quand n tend vers l'infini, tend vers 0. Auquel cas, vous voyez que si cette quantité-là tend vers 0 et cette quantité-là tend vers 0, miracle, le G à l'infini vaudra quelque chose qui vaut I fois RYY moins 1 RY et qui est précisément la solution cherchée, qui est le filtre de Wiener. Alors à quelles conditions la matrice A tend vers 0 ? À condition que toutes ses valeurs propres soient de module inférieur à 1. Alors écrivons cette condition. Les valeurs propres de la matrice A, c'est l'identité moins la matrice RYY. La matrice RYY, c'est une matrice qui est symétrique, donc elle est diagonalisable, donc elle a des valeurs propres et ces valeurs propres sont positives. J'appelle lambda I carré une valeur propre de RYY. Alors il est facile à montrer que le vecteur propre associé est aussi le vecteur propre de A et que la valeur propre associée, c'est 1 moins lambda, mu lambda I carré. Et donc voilà ici les valeurs propres de A. Et il faut à tout prix que ces valeurs propres en module soient inférieures à 1. Donc je vais écrire que cette quantité en module est inférieure à 1, c'est-à-dire 1 moins lambda I carré est inférieur à 1 et supérieur à moins 1.
La première équation qui est ici dit que 1 moins lambda I carré est inférieur à 1. En faisant passer le mu lambda I carré de ce côté, le 1 de celui-là, vous allez trouver que mu doit être positif, ce qu'on savait déjà, effectivement, pour descendre, comme je vous l'avais annoncé, dans la cuvette et dans le sens opposé au gradient. La deuxième équation qui est ici, quand on la résout, on a mu qui doit être inférieur à 2 sur lambda I carré. Alors vous apercevez d'une chose, c'est que effectivement le mu doit être inférieur à l'inverse des valeurs propres. Et je n'ai pas le choix, les valeurs propres sont d'un certain ordre, celle qui est la plus pénalisante, c'est celle qui est la plus grande, et donc je vais devoir choisir un pas mu qui est toujours positif et qui est inférieur donc à 2 sur max des valeurs propres de la matrice RY. Donc il faut que ici je prenne la plus grande des valeurs propres, j'en fais l'inverse et que je sois 2 fois en dessous de ça. En conclusion, eh bien effectivement, dans ce cas-là, j'irai au centre de la cuvette. Malgré tout, regardons dans le cas où on prend effectivement un vecteur G qui possède 2 composantes G1, G2 pour pouvoir le dessiner graphiquement. Vous avez ici un point qui est le filtre de Wiener, d'accord, et vous allez descendre au fond avec la fonction d'évaluation qui va vous amener ici, après être descendu. Alors vous voyez que ici, la fonction d'évaluation, je vous la rappelle, c'est une fonction qui est liée à la matrice de covariance, et donc c'est un paraboloïde. Et ce paraboloïde, donc, les valeurs propres correspondent effectivement à, ici, plus la valeur propre est grande, plus, effectivement, je vais regarder mon dessin. Plus la valeur propre est grande, vous allez, enfin, j'avais oublié de dire quelque chose, c'est qu'effectivement, une matrice positive est une matrice qui définit un ellipsoïde, puisqu'une matrice positive, en fait, correspond à une forme quadratique, et une forme quadratique correspond à un ellipsoïde. Et donc, dans le cas de dimension, c'est une simple ellipse. Les grandes valeurs propres correspondent ici à l'endroit où l'ellipse est très fermée, et les petites valeurs propres à l'endroit où la matrice est très ouverte. Donc là, j'ai une grande valeur propre, et là, j'ai une petite valeur propre. Et je vais être obligé de choisir le mu pour, effectivement, de manière conservative, ne pas diverger lorsque je descends le long de la plus grande valeur propre. Donc je vais descendre très doucement, de manière à ce que dans la grande valeur propre, je ne sois pas effectivement amené à diverger. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon pas est très mauvais, parce que lorsque je partirai de cette direction-là, la cuvette est très plate, et là je pourrai descendre beaucoup plus vite au fond de la cuvette. Et donc en fait, vous voyez bien que le choix de mu, le même pour toutes les directions de l'ellipsoïde, est une erreur. Alors nous allons faire une petite démonstration pour voir effectivement comment se présente cette cuvette. Voilà. Alors vous allez voir, je vais prendre un rapport de valeur propre égal par exemple à, si je prends un rapport de valeur propre égal à 0, le paraboloïde, c'est un cercle, et je dois avoir en fait une cuvette qui est en forme circulaire. Alors regardez ici, hein. Voilà, on va le faire tourner pour vous montrer effectivement ici. Vous voyez, la forme de la cuvette est circulaire, et je vais aller au fond avec un algorithme de gradient. D'accord? Alors maintenant, effectivement, je vais prendre ici je vais prendre ici une valeur maintenant, un rapport de valeur propre beaucoup plus grand, je vais prendre 100. Donc avec un rapport 100, eh bien effectivement le paraboloïde va être très écrasé, et je sais la conséquence que ça a que le paraboloïde soit très écrasé, c'est que en fait, je vais me retrouver dans la situation où je suis obligé de me caler sur effectivement la pente de la pente la plus grande, et si un jour je démarre mon algorithme dans cette région qui est là, je vais aller inutilement trop lentement, alors que je pourrais aller beaucoup plus vite sans diverger. Donc voilà en fait les quelques résultats que l'on a sur, ici, la fonction sur l'algorithme du gradient déterministe dans le cas où je connais parfaitement les matrices, ce qui, comme je l'ai dit, n'est jamais le cas en pratique. Alors maintenant, nous allons dire, comment faire? On ne connaît pas RYY, on ne connaît pas RXY, et ensuite on veut pouvoir avoir une capacité de poursuivre tout ça correctement. Alors on va partir encore de l'équation qui est ici. Vous vous souvenez, c'est l'équation du gradient déterministe. Et je vais le réécrire d'une façon légèrement différente.
C'est-à-dire que je vais réintroduire les espérances mathématiques. Et donc je vais avoir Gn égale, je vais prendre ici de manière, voilà, Gn égale Gn moins 1 plus mu fois, et ici je vais ouvrir la parenthèse, espérance mathématique de ce vecteur-là, vous vous souvenez, c'est yn petit x, moins l'espérance mathématique qui correspond effectivement à y transpose, et comme G est une constante, ben je peux le mettre à l'intérieur de l'espérance mathématique. En regroupant par linéarité les deux espérances et en mettant en facteur yn, j'obtiens la chose suivante. Le membre qui est en parenthèse ici, je le substitue, la quantité suivante, yn vecteur, xn, le scalaire que j'observe à l'instant n, moins yn, j'ai oublié la transposition ici, vous l'avez noté, g, le tout, ici. Et donc ici maintenant, vous voyez, j'ai yn qui est un vecteur, et ici j'ai une sorte d'écart, d'erreur de prédiction qui est entre xn et ce que je sais calculer à partir du filtre précédent pour avoir ici la valeur correspondante. Alors on obtient donc le résultat qui est ici et que je demandais de démontrer. Donc vous avez Gn qui est égal à Gn moins 1 plus mu fois, donc le mu qui est ici, espérance mathématique de xn, de yn, facteur de xn moins yn transpose Gn moins 1, principe du LMS. Alors je lis, en confondant les espérances avec leur valeur instantanée, à l'instant présent, donc on obtient l'algorithme dit du gradient stochastique, ou plus simplement avec l'abréviation LMS qui veut dire less mean square. Alors à l'origine, cette idée a été proposée, il me semble, par Widrow, et en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'elle donne de bons résultats, parce qu'en fait, on ne connaît pas les espérances mathématiques, et l'idée, regardez, ça a été tout simplement de dire, ben, je ne connais pas ici ces matrices de covariance et ces vecteurs d'intercovariance, ce que je vais faire, je vais brutalement supprimer l'espérance mathématique. C'est-à-dire que je vais faire comme si, pour calculer une moyenne, il suffisait de prendre qu'une seule valeur. Donc on va se limiter à prendre les instants présents petit n pour évaluer la quantité qui est ici, sans tenir compte du fait que l'on ait à faire en toute rigueur pour atteindre le filtre de Wiener une espérance mathématique. Alors donc ce principe du LMS qui consiste à supprimer en gros les espérances mathématiques en ne travaillant qu'avec les valeurs instantanées conduit à l'algorithme suivant. Donc vous voyez qu'il est extrêmement simple, G de n égale G de n moins 1 plus mu fois yn, facteur de xn moins yn transpose Gn moins 1. Et là on retrouve en fait un algorithme, comme je l'ai souligné, qui est de type un peu de celui qu'on avait vu avec le RLS. On a une quantité à calculer à l'instant n, on prend la quantité à l'instant n moins 1 et on rajoute un terme de mise à jour. Le terme de mise à jour est contrôlé par la variable mu, qui est le pas du gradient, et ici en fait ce que l'on trouve, c'est ce que l'on observe à l'instant n, et ce que l'on aurait dû observer si le filtre calculé à l'instant précédent était bon, on aurait dû effectivement mesurer cette quantité scalaire qui est ici. Et en fait la différence des deux va faire en sorte de contrôler les coefficients G dans un sens ou dans l'autre. Alors voilà résumé sous la forme un peu plus d'un algorithme informatique, l'algorithme du LMS. On part de valeur initiale qui est un vecteur quasiment tout à 0, ou même avec un 1. En fait, on part en tout cas avec une valeur initiale qui est finalement, il n'y a pas de choix, disons, particulier ici a priori. Et ensuite, on répète pour tout n les deux équations suivantes. En égale xn moins yn transpose Gn moins 1, qui est une sorte de calcul d'erreur entre ce que l'on voit et ce que l'on aurait dû voir, et on réajuste la valeur du vecteur Gn avec cette équation Gn égale Gn moins 1 plus mu fois l'écart que multiplie le vecteur yn. Alors évidemment, il se pose un problème très crucial qui est le choix de mu. En réalité, l'étude statistique probabiliste de ces équations récurrentes est excessivement compliquée parce qu'ici, en fait, il y a des termes d'ordre très élevé. Je ne sais pas si vous voyez, mais on multiplie des yn par des xn, et en fait, le tout est bouclé. Et donc, en fait, en réalité, l'étude mathématique précise de cet algorithme est un sujet compliqué qui a été traité, et les résultats auxquels on aboutit parfois, je dis bien parfois, ne correspondent pas finalement à des valeurs du pas que l'on met en œuvre en pratique. En fait, pour contrôler le pas du gradient ici, ce que l'on fait souvent, on part d'un mu très petit,
on augmente le mu. Quand l'algorithme diverge, comme on va le voir, ben, qu'est-ce que l'on fait? On divise mu par 10. C'est-à-dire qu'en fait, on se donne une stratégie un peu expérimentale pour régler le pas du gradient stochastique. Alors évidemment, il y a des gens qui font des calculs là-dessus, sur ces équations. Méfiez-vous, parce que des fois, ils font des hypothèses de décorrélation sur les quantités qui sont là, de manière à pouvoir aller jusqu'au bout de leurs calculs. Et les décorrélations qu'ils supposent en général, ce sont des décorrélations qui ne sont pas vérifiées mathématiquement. Donc en fait, en réalité, si vous êtes intéressé par les problèmes de convergence de cet algorithme stochastique, il vaut mieux se référer à la littérature qui traite le problème de façon précise. Alors on a vu que le pas du gradient, lorsque on le calculait de manière déterministe, était plus ou moins lié, contrôlé par les valeurs propres de la racine de covariance. Vous vous souvenez, c'était l'inverse, en gros quelque part, des valeurs propres de la matrice de covariance. Alors la matrice de covariance, c'est quoi? Ben, c'est la puissance du processus Y. Vous vous souvenez que les variances mesurent des puissances, l'ensemble des variances, la somme, des valeurs propres de cette matrice, c'est quelque part la puissance du processus. Et donc, en fait, une idée est de se dire, plutôt que de mettre un pas mu libre, si le processus YN, ce qui arrive toujours en pratique, a une puissance qui fluctue, n'oubliez pas, c'est la sortie d'un haut-parleur. De temps en temps, la puissance en sortie est faible, de temps en temps, au contraire, elle est grande. On va essayer plutôt d'introduire un pas qui soit un pas dit normalisé, c'est-à-dire, en fait, contrôlé par la puissance. D'où l'idée de réécrire, en fait, cette équation-là, en introduisant, donc, rappelons que mu doit être de l'ordre de l'inverse de la puissance. En pratique, la puissance varie. Et donc, on se propose ici, pour le LMS normalisé, de proposer comme valeur de mu une valeur qui soit l'inverse, à un facteur multiplicatif près, de la puissance. Souvent, ici, on met plus une certaine quantité pour éviter, ici, lorsque la puissance est très faible, que le signal Y s'éteint, que le mu prenne des valeurs explosives. Donc, des fois, on rajoute un terme ici qui empêche que mu diverge. Alors maintenant, il se pose le problème, comment fait-on pour mesurer la puissance en instantané? Eh bien, vous savez, vous avez en fait la puissance qui est donnée tout simplement par, vous vous en souvenez, des quantités de cette forme-là, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des carrés de la variable yn. On peut donc directement le faire ici, si le filtre est de longueur p, sur les vecteurs d'observation que l'on a à l'instant n, donc y transpose yn. On peut se prendre aussi une attitude que l'on a déjà vue lorsque l'on a parlé de ne prendre en compte que des phénomènes récents et d'oublier les phénomènes passés. Et donc on obtient ainsi une équation qui est dite avec un facteur d'oubli. Alors vous voyez que la puissance est égale à combien? Ben, elle est égale à 1 moins alpha fois la puissance à l'instant d'avant, plus un terme correctif qui prend en compte la dernière valeur du processus yn. Alors si vous prenez alpha égale 0, ben vous ne touchez pas à la puissance, vous faites comme si vous croyiez effectivement que la puissance est stationnaire. Deuxièmement, vous prenez alpha qui est égal à 1, et alors là, vous vous dites, la puissance change sans arrêt, et donc elle va suivre effectivement les amplitudes du signal. En fait, les bonnes valeurs de alpha, c'est une valeur qui conserve une certaine mémoire de ce qui s'est passé avant, et qui réajuste ici avec la dernière valeur. Typiquement, les ordres de grandeur pour alpha, c'est plutôt du style 0,05. Alors maintenant, nous allons appliquer cet algorithme à un sujet intéressant, qui est celui que j'ai décrit au tout début de la séance, et que j'ai appelé l'annulation d'écho. Alors ici, j'ai fait un dessin un peu plus joli donc que celui que j'avais fait sur le papier. Vous avez ici un haut-parleur qui diffuse un message YN et il arrive ensuite sous la forme après le trajet acoustique sur le microphone à travers le signal XN. Le SN rentre dans le microphone et le ZN qu'on obtient, c'est la somme de SN plus XN. Le filtre est là, c'est donc que ZN est égal à SN plus la convolution par le système inconnu H de Y de N. Alors en pratique, effectivement, S nous gêne beaucoup. Il nous gêne beaucoup parce qu'il nous empêche véritablement de bien contrôler, à tel point que dans certains systèmes d'annulation d'écho, on préfère de faire le contrôle adaptatif dont j'ai parlé que lorsque SN ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un système informatique de traitement qui permet de détecter l'activité vocale à l'entrée du microphone. On décide qu'il y a une activité vocale, et quand il y a activité vocale, on peut faire figer les valeurs du coefficient du filtre G, plutôt que de le réadapter en présence du signal qui est ici, qui pose un problème. Alors même avec le signal qui est ici, on peut trouver G qui minimise cette quantité-là, et on pourra montrer que le problème est équivalent à chercher
G qui minimise cette expression qui est ici. Alors pour cela, il faudra que vous supposiez qu'il y a une décorrélation effectivement entre YN et SN, ce qui est quand même, disons, une hypothèse raisonnable. SN, je vous le rappelle, c'est ce qui est produit par la personne qui parle devant le microphone, et YN, c'est ce qui sort du haut-parleur. Donc on va supposer que ces deux quantités-là sont décorrélées, et vous montrerez en développant cette quantité qui est ici, qu'on aboutit finalement à l'équation précédente. On voit SN, on voit Zn et Yn. Je vous rappelle qu'on voit que Zn et Yn dans mon expérience qui est ici. Moi, ce que je vois, c'est ce signal-là. Évidemment, je ne vois pas Sn, malheureusement, parce que c'est ça que je veux transmettre. Malheureusement, ici, le Xn, je ne le vois plus parce que le Sn me gêne. Et donc, moi, ce que je vois bien, c'est Zn et Yn. Et je peux continuer donc à appliquer l'algorithme du gradient en appliquant ici les mêmes principes que précédemment, mais en ayant ici le signal Zn qui est celui que j'observe. On aboutit donc ici à, effectivement, un algorithme, et je vais vous faire une petite démonstration, effectivement, de cet algorithme. Alors d'abord, je vais vous montrer une chose, je vais vous montrer effectivement une chose que je n'ai pas dite et que l'on va voir de manière expérimentale, mais qu'il faudra retenir, c'est la chose suivante. Alors, c'est aléa. Pardon, comment il s'appelle? Grade. Voilà. Donc il y a une démonstration, Alors c'est un filtre en fait avec deux coefficients et j'ai simulé toute une expérience avec ce filtre à deux coefficients. Alors voilà ce que j'obtiens. La valeur de mu ici est égale à, c'est en régime stochastique, hein, c'est-à-dire que j'ai envoyé des processus aléatoires, je les ai filtrés, après les avoir filtrés, j'ai pris le processus départ, le processus filtré, et puis j'ai essayé de retrouver le filtre avec ma technique LMS. Et là j'ai pris un pas de 0,3. Alors là vous voyez le système a explosé. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai même pas représenté les amplitudes que j'ai atteintes, elles doivent être énormes. Et donc ça, c'est une valeur de mu qui ne me convient pas. Alors je diminue la valeur de mu, je prends 10-3. Là, regardez, hein, ici j'avais, combien j'avais pris 0,3, 3, 10-1. Là, je prends effectivement 10-3 et regardez le comportement. 2 était l'un des coefficients du filtre et effectivement, vous voyez que je converge vers la valeur 2. Maintenant ici, je regarde un pas plus petit et ensuite ici un pas plus petit. Et on voit tout à fait un comportement que l'on aura systématiquement quand mu augmente. Alors, quand mu augmente, de façon générale, la vitesse de convergence de l'algorithme est plus rapide. Ici, mu est plus grand, ça converge plus vite. Ici, mu est plus petit, ça met plus de temps à converger. Vous voyez, au bout de 5000 expériences, au bout de 5000 passages, petit n dans les 5000, j'ai toujours pas réussi à atteindre le palier qui est ici. Donc, première chose, quand le pas augmente, la vitesse de convergence est meilleure. Malheureusement, ça se paye à un certain prix que l'on voit sur le graphique. Vous regarderez que ce que l'on appelle le désajustement augmente, c'est-à-dire que les fluctuations autour de la vraie valeur sont beaucoup plus importantes quand le pas est grand. Donc en fait, si vous choisissez un pas trop grand, vous allez aller vite vers la solution, mais ça va beaucoup fluctuer autour de la solution à atteindre. Donc de manière générale, le pas est réglé en un compromis entre une bonne vitesse de convergence et aussi un fait qu'il n'y ait pas un très grand désajustement entre la valeur obtenue ici et la valeur cible. Ça, c'est un point important qu'il faut retenir sur le pas mu. Alors maintenant, je vais prendre une autre expérience qui, elle, est une expérience d'écoute. Je le programme. Voilà. Alors là, c'est très simple. J'ai pris un signal de parole qui était justement pollué par un autre signal de parole. C'est-à-dire qu'il y a un signal de parole qui sortait d'un haut-parleur et un signal de microphone qui rentrait dans le haut-parleur. Et il y avait la somme des deux et vous allez attendre le fonctionnement de l'algorithme LMS qui marche en fait assez bien. Voilà. Alors là, ne regardez pas les graphiques, c'est tout simplement la parole après et avant traitement. Nous allons écouter la sortie du haut-parleur. Le haut-parleur, évidemment, c'est un signal qui, lui, n'a pas véritablement de déformation. Là, vous n'avez rien entendu parce que le niveau du microphone est peut-être un peu bas de mon ordinateur. Démarche difficile, souligne Dominique Bécard, directeur de l'agence d'urbanisme de Rennes.
Donc ça, c'est le signal qui est du haut-parleur. Ce qui rentre dans le microphone, et malheureusement, c'est la somme de deux signaux, qui est ce que la personne a dit devant le microphone, et puis ce retour du haut-parleur. C'est une coiffe magnifique. Démarche difficile, Rémi mange une bonne soupe à l'oignon. C'est directeur une de chose l'agence inimitable. d'urbanisme de Rennes. Jeanne t'aime. Alors j'insiste bien, moi je ne possède que ces deux signaux. Hein. C'est-à-dire j'ai le signal du haut-parleur, et je ne peux pas le soustraire brutalement, il est trop déformé. D'accord, si je le soustrais brutalement, ça ne servirait strictement à rien. Et donc j'ai fait tourner un algorithme LMS, et voilà ce qu'on obtient après annulation d'écho. C'est une coiffe magnifique. Rémi mange une bonne soupe à l'oignon. C'est une chose inimitable. Jeanne t'aime. Alors cet algorithme, on s'aperçoit une chose, il n'est pas très bien réglé. Donc effectivement, tous ces algorithmes ont pas mal de réglages. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il restait par moment un petit peu du son qui provenait du haut-parleur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas réussi à bien calculer les coefficients de fer. Enfin, moi, c'est pas moi qui les ai calculés, c'est l'algorithme LMS en l'occurrence, et les contrôles n'étaient pas bien faits, et donc vous avez dû entendre, je le remets, hein, vous avez dû entendre effectivement. Coiffe magnifique. Rémi mange une bonne soupe à l'oignon. C'est une chose inimitable. Jeanne t'aime. Donc il y a quelques artefacts, évidemment, ce système-là, après une mise au point, marchera très bien, et donc c'est un système qui est largement utilisé, en particulier en téléphonie main libre. Alors maintenant, je reviens effectivement à la fin de la leçon. Alors, remarque sur la convergence. Alors, j'ai pris comme ici estimateur de convergence, je laisse tomber effectivement l'algorithme de LMS juste pour vous faire quelques remarques. Je vous rappelle que l'algorithme qui permettait effectivement qu'on avait un jour introduit pour mettre en œuvre une solution récursive, calculée sur la moyenne, s'écrit de la manière suivante, mu n égale mu n chapeau moins 1, n moins 1, que multiplie mu n, facteur de xn moins m chapeau de n moins 1, avec un pas mu n, vous vous souvenez, qui est égal à 1 sur n. Et cet algorithme converge, confère la loi des grands nombres. Donc le fait d'avoir pris un pas en 1 sur n a permis à l'algorithme de converger. En fait, sa convergence, elle provient de ce que le pas tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que certains résultats mathématiques très élégants qui permettent effectivement de montrer la convergence de la solution nécessitent que le pas tende vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors ça, gros problème, parce qu'effectivement ça converge bien, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un saut? C'est-à-dire quand ma moyenne qui valait à un moment donné la valeur M1 va passer à une valeur M2. Quelle est donc ce que l'on appelle la capacité de poursuite? À l'instant T, la moyenne passe de la valeur M1 à la valeur M2. Brusquement, il y a un saut. Et alors, vous montrerez que l'espérance mathématique de Mn chapeau moins M2 au carré est supérieure à cette quantité-là. Que peut-on en conclure? Eh bien, c'est qu'effectivement, ici, si je veux une quantité très très petite, on va l'écrire, si je veux que ce nombre-là, T2 sur N au carré, facteur de M1 moins M2 au carré, soit égal à un epsilon très petit, je vais devoir prendre un nombre de points N2, un nombre d'instants N de reconvergence qui va être égal à epsilon sur T2 divisé par M1 moins M2 au carré. Et regardez ce qu'il y a de terrible, c'est le T2 qui est ici. C'est-à-dire que si le temps T au bout duquel la commutation s'est faite est très grand, il va me falloir un temps considérable pour venir reconverger vers la moyenne M2. En fait, c'était prévisible, l'algorithme qui converge a un pas qui tend vers 0. Et si vous attendez trop longtemps, eh bien, le mu vaudra 0 et vous ne pourrez plus rien adapter par la suite. Donc en fait, effectivement, ces algorithmes qui consistent à avoir un pas qui tend vers 0 ont des mauvaises capacités de tracking. Alors ici, je vais terminer en considérer par exemple ici un processus de la forme xn égale m plus wn qui pourrait servir d'exercice où wn est blanc de variance sigma w carré et on prend pour mu un pas constant. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un pas mu qui tend vers 0 comme on l'avait fait pour la moyenne. Et on prend comme estimateur de la moyenne m pour ce processus blanc centré de variance sigma w l'équation récursive stochastique mn égale mn-1 plus mu fois xn moins mn xn-1. Alors on peut démontrer, après un certain nombre de calculs, surtout pour la deuxième partie qui est ici, que la variance de mn chapeau s'écrit comme ça. Et alors là, on a tout de suite une conclusion que l'on peut faire. Si mu est trop grand, c'est-à-dire si mu est très voisin par exemple de 2, eh bien ça va être catastrophique parce que ce paramètre-là va être très grand et ma variance va être donc très grande. Le seul moyen d'avoir une variance ici relativement petite, eh bien, c'est de prendre un mu très très petit pour éviter que ce dénominateur-là soit trop grand. Donc en conclusion, ce que l'on a vu ici dans ce cours aujourd'hui, c'est un seul algorithme qui est l'algorithme adaptatif du gradient LMS. Il est extrêmement utilisé dans beaucoup de problèmes
où on veut faire une solution extrêmement simple et les réglages du PAMU arrivent en fait assez souvent à se mener de manière expérimentale sans avoir besoin de passer nécessairement par une étude mathématique compliquée et donc son succès tient certainement à sa forme extrêmement simple, à ses bonnes capacités de convergence et ses bonnes capacités de poursuite si le PAMU est fixe mais relativement petit et donc il est en fait un très bon algorithme adaptatif de filtrage. Cette leçon est terminée. Je vous rappelle que, pour toute information, vous pouvez toujours vous connecter sur le site internet NetUno et cliquer sur MedNetU. Je vous remercie de toute votre attention.